Chaque fois qu'il y a un événement humain tragique, et en particulier les grandes épidémies, celle d'Athènes en 437 ou la peste de 1348, évidemment, il y a une tendance à lancer des rumeurs, à faire des affabulations sur une punition divine ou à désigner des coupables, le pays d'à côté, les aristocrates, les juifs, etc., ou imaginer des remèdes miraculeux. Donc c'est une tendance humaine profonde, mais le mot infodémie a une date d'apparition à peu près certaine. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui a créé ce néologisme pour désigner l'épidémie de fausses informations qui s'est répandue en même temps que le virus Covid-19. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Il s'agit, par exemple, de photos truquées, de tas de cadavres imaginaires dans les rues chinoises ou d'informations factuellement fausses du genre la première vaccinée, je crois qu'elle s'appelait Morissette ou quelque chose comme ça, est morte de son vaccin. À un degré plus élaboré, il s'agit de théories sur les causes, les responsables, l'extension de l'épidémie, les masques qui seraient efficaces ou pas, ou dans lesquels on aurait mis des antennes pour nous fliquer, nous big brotheriser, etc. Tant et si bien qu'il y a eu une masse d'informations fausses sur ce qu'était le virus, s'il existait ou pas, quelles étaient ses causes, est-ce que c'était une arme biologique, qui en était responsable, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il fallait faire, avec des remèdes complètement incroyables. Et tout ça formait cet immense mélange de fake news, de désinformation, d'affabulation, d'incompréhension et de théories délirantes qu'on a appelé infodémie. Cette infodémie, en dehors de l'effet panique qu'elle a provoqué, puisque nous vivons tous dans la peur, et contrairement à nos habitudes, nous sommes confinés, nous ne voyons plus nos amis, donc nous sommes tous perturbés. En dehors de ça, ça rejoint plusieurs phénomènes historiques. L'un, qu'on a appelé en philosophie un peu prétentieusement l'ère de la post-vérité. Nous sommes dans des sociétés où on a de plus en plus de mal à se mettre d'accord d'abord sur des vérités de fait, qui a attaqué qui, est-ce que ce sont vraiment des avions qui sont précipités sur les Twin Towers, qui est responsable de quoi, et également sur des vérités de raison. Enfin, il y a un nombre incroyable de gens qui non seulement croient que la Terre est plate, que la théorie de l'évolution ne vaut rien, mais vous avez toutes sortes de théories qui circulent très librement sur les effets cancérigènes de tel ou tel produit, ou sur le fait que les vaccins seraient dangereux. Donc il y a une crise de la vérité qui, à certains égards, est d'ailleurs une crise, je dirais, de l'autorité scientifique, puisque dans cette affaire, nos gouvernants ont dit « nous ne faisons qu'appliquer ce que disent la science, ce que disent les épidémiologues, les médecins et tout cela ». Et on s'est aperçu, premièrement, que les scientifiques, les chercheurs n'étaient pas d'accord entre eux. En France, nous avons eu le cas Raoult, mais il y en a eu bien d'autres. On les voyait s'engueuler sur les plateaux de télévision à propos des causes, des effets, des remèdes, des politiques à suivre. Donc, une science divisée et toutes sortes de théories alternatives qui ont circulé, disant que c'était la faute de Big Pharma, de Bill Gates qui voulait mettre des sortes de micro-émetteurs radio dans les vaccins, que tout ça a été truqué, que c'était de la faute de la 5G, etc. Donc on a une véritable crise de la vérité ou de l'accord des citoyens sur une vérité commune de fait ou de raison, et tout ça s'inscrit dans un contexte historique. Il y a eu une grande crise des fake news en 2016 avec l'élection de Trump, non seulement parce qu'aux États-Unis, les deux Amériques, celle de Trump et celle de Biden, pour faire simple, se sont jetées à la figure
des accusations de lancer des fake news, de délirer, de cacher, de nier la vérité, mais parce que, à l'occasion de l'élection de Trump, mais aussi du Brexit, du référendum en Catalogne, de la montée des populistes, beaucoup ont attribué ces phénomènes anti-système ou extrémistes ou populistes selon leurs critères à des manipulations auxquelles on a trouvé des coupables, les hackers russes, Russia Today, la désinformation russe ou la fachosphère, la mélenchonosphère, etc. Dans cette période, on a beaucoup accusé fake news, théorie du complot et délire idéologique en tout genre de tromper le peuple et de perturber les élections, tant et si bien qu'il y a eu énormément de livres sur le sujet, dont le mien, je dois l'avouer, et que c'est devenu un thème de débat commun. Vous ne pouvez pas voir un débat à la télévision sans que les gens s'accusent d'être des complotistes ou de lancer des fake news. Donc, c'est devenu un thème culturel et idéologique complètement obsessif, qui a été de pair avec un autre phénomène technologique qui est très important, c'est que toutes les vérités alternatives, fake news, théories du complot, comme dans le documentaire Hold Up, qui conclut en définitive que c'est un coup du capitalisme pour se débarrasser de quelques milliards d'êtres humains, tout ça a pu fleurir sur les réseaux sociaux et a créé une véritable tension. D'ailleurs, on a vu des lois pour contrôler les fake news se développer. Les GAFAM eux-mêmes qui ont dit qu'en cette période d'épidémie, il était de leur responsabilité morale de contrôler la diffusion d'informations dangereuses qui amèneraient, par exemple, les gens à mal se soigner et à mourir. Enfin, et toutes sortes de gens se sont intéressés à ce phénomène, dont nous, l'IRIS d'ailleurs, en tant que think tank, avec la création d'un observatoire de la désinformation et géopolitique à l'ère du Covid-19. La première réponse la plus évidente, c'est qu'elle va avoir des conséquences économiques, sociales, psychologiques, culturelles, etc. Et qu'elle a en quelque sorte renverser toutes les espérances dans une mondialisation heureuse, où on échangerait de plus en plus, où on vivrait de plus en plus sur une économie en flux tendu, où les médicaments viendraient de Chine, où les gens prendraient de plus en plus l'avion pour faire de plus en plus de tourisme, où le PIB s'accroîtrait chaque année, où il y aurait de moins en moins de frontières, etc., etc. Donc là, il y a déjà un premier point, c'est que ce projet de développement heureux s'est heurté au mur de la réalité qu'il va y avoir à payer une dette en vie humaine, une dette en dette publique avec tous ces milliards qu'on crée pour la relance, en facteurs économiques, en emplois perdus, en dégâts psychologiques. Enfin, bon, tout ça, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, il y a un prix à payer. Et puis après, chacune des grandes puissances a essayé de réagir à cette pandémie, à cette catastrophe, en gagnant en puissance, en reprenant la première, en jugulant l'épidémie avant les autres, mais aussi en termes d'influence, en apparaissant comme le pays le plus bienveillant et celui dont le système réussissait le plus. Alors, très rapidement, la Chine s'est d'abord trouvée confrontée à des accusations, notamment venues des États-Unis, puisque c'était là qu'était née la pandémie. Certains se demandent même si ce n'était pas dans un laboratoire mal surveillé, parce que la Chine n'a pas vraiment dit la vérité au début. Et puis, Pékin a essayé de se rattraper en ayant un discours qui dit « oui, mais nous l'avons très bien jugulé, notre système fonctionne très très bien, et ensuite, en plus, nous sommes une nation bienveillante, généreuse, qui va aider les autres avec notre vaccin, nos soins médicaux. » Ils envoient ostensiblement de l'aide, disons, humanitaire et sanitaire à travers ce qu'ils ont baptisé
les routes sanitaires de la soie. Donc, la Chine, généreuse, aide le monde parce qu'elle est la puissance montante. Ça, et elle ne supporte pas les critiques. Ça, c'est le premier message. Dans une certaine mesure, la Russie a joué la même chose en même temps. D'une part, la Russie a voulu rétablir son prestige autour de l'idée qu'eux aussi, ils avaient un vaccin, qu'eux aussi, ils étaient prêts à le distribuer à travers le monde et qu'ils étaient encore une grande nation scientifique ayant un rôle international. Et la Russie étant, comme la Chine dans une certaine mesure d'ailleurs, accusée aux États-Unis, en Europe, d'être la source de fake news, de légendes, de théories complotistes, on va dire anti-occidentales, qui se diffusent sur le net. Alors, les États-Unis, il y a vraiment deux phases très nettes. La période Trump, dans les derniers jours, les deux Amériques s'opposent à mort, entre une Amérique, on va dire, républicaine, périphérique, qui refuse de porter le masque, de se confiner, mais en même temps, c'est l'Amérique de Trump qui investit comme un fou de l'argent public pour obtenir un vaccin qu'il aura trop tard d'ailleurs. Et puis, il y a la phase Biden où on va complètement renverser la perspective. Non seulement il y a des succès incontestables des États-Unis en termes de diffusion des vaccins, où le bout du tunnel apparaît, et où en même temps l'Amérique démocrate de Joe Biden veut réaffirmer que les États-Unis vont redevenir la nation exemplaire, le leader au moins du camp occidental. Et je crois qu'il y a une formule de Joe Biden qui dit qu'il faut combattre 3 virus qui sont le coronavirus, donc sauver des vies humaines, le virus de la haine, rétablir l'excellence morale et la prééminence idéologique des États-Unis, et le virus informatique, allusion aux fake news et aux attaques de hackers dont on accuse les Chinois et les Russes. Les derniers dans cette affaire, ce sont les Européens qui sont, où beaucoup ont pensé dans un premier temps, mais nous serons plus forts à 27, il faut que nous trouvions des solutions communes pour les vaccins, leur distribution, etc. Et où, au final, comme les performances de notre continent ne sont pas si merveilleuses en termes de lutte contre la pandémie, de taux de mortalité, et surtout de diffusion efficace du vaccin. Et d'autre part, on a vu que la tentation d'avoir une stratégie nationale renaissait dans beaucoup de pays. Il y en a qui prennent le vaccin Sputnik, le vaccin russe. Pour l'Union européenne, ça a été pour le moins une occasion, une victoire manquée, une occasion de montrer l'excellence de son système de décision commun et peut-être au pire une cause de division.